Bonjour, bienvenue dans votre hebdo, le meilleur de l'actualité du lundi 24 au vendredi 28 octobre. Une actualité marquée par de nombreux sujets autour de la santé. Le premier, l'épidémie précoce de bronchiolite. En Vendée, l'affluence aux urgences de La Roche-sur-Yon bat tous les records. Il y a 2 fois plus de malades que l'an dernier à la même époque. Une année pourtant déjà marquée par une épidémie de cette même maladie. Là, on le voit bien, on a des enfants quasiment tous les matins qui ont dormi aux urgences faute de place. Dans le service, actuellement, on a 30% des lits qui sont occupés par des bronchiolites, on est fin octobre, et on a encore beaucoup de médecine de l'adolescent. Je vais évoquer notamment les patients qui présentent une anorexie mentale, qui ont besoin de soins, qui ont leur place à l'hôpital, et qui, par exemple, là, aujourd'hui, occupent 25% des lits. Ça nous pose aussi une difficulté parce que pour accueillir tout le monde et toutes les autres pathologies, on se retrouve très très serré au niveau des places. Et puis toujours à propos d'hôpitaux, l'établissement de santé mentale Georges Mazurel est quant à lui sous le feu des critiques. Ce 26 octobre, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a publié un rapport reprochant notamment le manque d'intimité et le sentiment d'insécurité ressenti par plusieurs patients. Le directeur de l'établissement, Pascal Fortioli, est revenu sur ce bilan dressé par la contrôleuse générale Dominique Simoneau. Il expose des mesures prises pour améliorer les pratiques suite au passage des autorités. En général, les patients qui sont amenés en isolement, c'est soit qu'ils présentent un risque avéré d'auto-agressivité, d'hétéro-agressivité, et par ailleurs de refus du soin. Donc la mise à l'isolement est à visée thérapeutique et doit permettre sur quelques heures, normalement, tout ça est soumis à une réglementation précise en matière de renouvellement, de réévaluation, de suivi somatique. Et là, il était évident qu'il fallait rappeler à certains médecins les règles applicables, de même que nous avons entrepris tout un processus de formation de l'ensemble de nos professionnels, à la fois médecins, infirmiers et cadres, sur les droits du patient en soins sans consentement, sur les droits du patient en isolement-contention, et nous allons aussi avoir une formation sur les bonnes pratiques, avec toute une réflexion qui n'est pas suffisamment engagé, mais qui est en train de l'être, sur la réduction de l'isolement-contention. Des propos recueillis par Alix Lanos, la Haute Autorité de Santé réévaluera l'établissement en juin 2023. Et pour refermer ce premier thème sur la santé, retour sur cet atelier MSU à l'initiative du département. Il s'agit d'une formation maître de stage des universités. L'objectif, former des médecins libéraux pour devenir maître de stage pouvant accueillir des internes. Grâce à ces modules, le département veut lutter contre les déserts médicaux. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit qu'il fallait organiser en Vendée, ça n'existait pas. Nos médecins généralistes étaient obligés d'aller se former sur d'autres territoires et donc on a décidé d'organiser en Vendée pour la première fois cette formation de maître de stage. Cette première session elle est complète, on a 12 nouveaux médecins généralistes qui vont accueillir des internes pour la première fois. Donc potentiellement c'est 12 nouveaux internes et c'est qu'une première étape. Parmi ces 12 participants, le docteur Arnaud Deval, lors de son propre internat, il a découvert le département et a souhaité s'y installer. Il est donc persuadé que ces maîtres de stage peuvent inciter les jeunes à rester en Vendée. En recevant des internes, ça permet de recevoir à la fin de leur formation, les accueillir à nouveau comme remplaçants ou comme futurs associés. Si pendant 6 mois, ils découvrent un cabinet sympa, un lieu de vie assez confortable, ça peut éventuellement leur permettre de venir s'installer à terme. Ce qui est le cas là pour 2 jeunes médecins du cabinet, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on s'en sortira pas autrement qu'en faisant comme ça. Agriculture à présent, avec l'inquiétude croissante des professionnels du secteur. Ce début de semaine, la députée Béatrice Bellamy s'est rendue dans une exploitation de Beaulieu-sous-la-Roche pour parler entre autres de la future PAC, de la grippe aviaire, des aléas climatiques ainsi que de la hausse des factures énergétiques et agroalimentaires. Autant de sujets qui alarment les agriculteurs. Les charges augmentent et au contraire, les rémunérations, elles, ne suivent pas. Illustration avec Agathe Poulet. Depuis 14 ans, Pierrick cultive des céréales et élève des volailles labellisées et des bovins viande sur ses 120 hectares. Avec la sécheresse ou encore l'inflation, le milieu agricole ressent plusieurs tensions et ne peut se passer de certaines matières premières ou énergies comme le gaz.
Pour notre production volaille, les 3 premières semaines, il faut absolument chauffer les bâtiments pour avoir une température ambiante à 28-30 degrés à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est indispensable pour nous, le gaz. Pour un gaz qui était à 560, maintenant on le paye 940 € la tonne. Aussi, on a subi le coût de l'électricité indirectement, ainsi que le coût des matières premières comme les céréales qui ont augmenté de près de 40%, qui se voit nous essentiellement au niveau de l'aliment de nos animaux. Avec l'augmentation des charges considérables, les agriculteurs s'attendent à un manque à gagner sur leurs produits dont les prix de vente sont stables. En un an, Pierrick a vu sa viande bovine augmenter seulement d'1 € le kilo. Pour cet agriculteur, si la grippe aviaire et la sécheresse perdurent d'ici les mois à venir, certains éleveurs risquent de mettre la clé sous la porte. J'ai anticipé mes achats de fourrage, donc j'ai acheté plus de paille cette année, cet été. Personnellement, je vais avoir assez de stock pour passer l'hiver tranquillement, mais certains de mes collègues ont été contraints d'acheter du fourrage extérieur, et voire même d'autres qui seront dans l'obligation de vendre une partie de leur cheptel bovin pour pallier à leurs problèmes de trésorerie. C'est sous forme de contrainte qu'on est obligé de vendre nos animaux, en fait. C'est parce qu'on est dans le besoin d'argent. C'est là le problème du métier. Aujourd'hui, on a des prix de vente qui sont trop faibles par rapport à nos charges réelles. Pour le monde de l'agriculture, la loi Egalim n'est pas respectée et demande qu'elle soit appliquée honorablement sur le prix des ventes pour faire face aux augmentations des charges qui impactent lourdement les exploitations. Sans transition, à Aisnay, la municipalité peut désormais vous aider à réaliser vos papiers d'identité. Jusqu'ici, seules quelques communes avaient cette possibilité. Les agésinates devaient par exemple se rendre à La Roche-sur-Yon ou au Poiré-sur-Vie pour les destinations les plus proches. L'objectif, vous vous en doutez, de réduire les délais d'attente pour les créations de passeports et de cartes d'identité. On a beaucoup de demandes, donc les créneaux vont être très vite pris. On ouvre les réservations le 27 octobre. Donc nous avons le dispositif pour prendre les empreintes digitales. Donc on traite le dossier, les gens prennent rendez-vous pour déposer leur dossier de demande. Donc on leur demande au préalable de faire une pré-demande en ligne sur le site internet de la NTS. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés du ministère de l'Intérieur. Et du coup, il y a un certain nombre aussi de pièces à fournir. On traite le dossier, on l'envoie au CERT qui instruit le dossier. Et ensuite, la carte ou le passeport est fabriqué. Économie, la Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que l'URSSAF organisent un atelier dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le but, accompagner la création et la reprise d'entreprises dans la communauté de communes. Les ateliers étaient complets, 20 créateurs ou futurs créateurs d'entreprises s'y sont rendus. Oui, le but, c'est de les accompagner parce qu'il faut savoir que quand on crée une entreprise, il y a ce qu'on appelle un taux de mortalité infantile qui est élevé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ne tiennent pas, qui au bout de 3 ans disparaissent. C'est à peu près 50%. Et nous, on veut que le taux de survie de ces entreprises soit le plus haut possible. Ça signifie qu'en amont, il faut les accompagner, il faut les former, il faut les informer. Et c'est l'objet de la réunion de ce matin. Ça nous aide, bien sûr, parce qu'il y a tellement de questions, tellement de choses à faire qu'il y a quand même beaucoup d'aide en fait pour ça, quoi. On a déjà tout ce qui est en fait financement, etc. Mais il y avait surtout les questions au niveau du statut juridique en fait, ce qu'on voulait savoir, et puis au niveau des impôts, etc. Comment ça allait se passer, au niveau de l'URSSAF justement, c'est eux qui présentaient la formation en fait. Donc voilà, surtout pour ça, on a beaucoup de questions là-dessus, quoi. Cette semaine, la présidente du groupe d'études Forêt et Filière Bois du Sénat s'est déplacée à Mouchamps. Avec le changement climatique et le besoin de mieux gérer les ressources liées à l'énergie, les travaux de réflexion se multiplient. Une aire naturelle à protéger pour les uns, mais malgré tout une ressource de revenus pour les autres. Et la rédaction vous propose de découvrir ce cercle vertueux entre l'homme et la nature avec Grégoire de Châtillon. Puits de carbone, source d'énergie, production de matériaux renouvelables, la forêt est dotée d'atouts exceptionnels et la main de l'homme y est pour quelque chose. Trop souvent méconnue, elle doit être plus que jamais accompagnée face à l'évolution du climat. La forêt, elle se livre immédiatement et on a l'impression que tout se fait naturellement. Et qu'il n'y a pas d'intervention, ce qui est totalement faux puisqu'en France, la totalité des forêts ne sont pas des forêts primaires, elles sont des forêts qui ont été transformées par l'homme. Et donc aujourd'hui, il faut absolument qu'avec nos concitoyens, nous trouvions le bon niveau d'intervention, c'est-à-dire comment on accompagne la forêt dans le respect de sa diversité, mais sans la laisser livrer en fait, une fois encore, à un changement climatique qui est en train de la détériorer très rapidement.
Chaleur, sécheresse, feux de forêt, le dérèglement climatique est rapide, alors que l'arbre et la forêt, eux, s'inscrivent dans un temps long. Ici, dans cette forêt privée du parc Soubise à Mouchamp, avec ses 694 hectares, la gestion se fait de génération en génération. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on a une forêt avec des beaux arbres, en ce moment, c'est dû au travail de mes arrière-grands-parents, grands-parents. Et le travail que je fais maintenant, les investissements que nous faisons maintenant, eh bien, ça sera pour enfants, petits-enfants, enfin pour les générations futures. Les bois et les forêts en Vendée totalisent une surface de 50 000 hectares, en grande majorité des bois et des forêts privées qui doivent non seulement s'adapter au changement climatique, mais aussi des forestiers qui doivent être soutenus et accompagnés. Un syndicat, ça permet de gérer le quotidien aussi. Le quotidien sur 25, 35, 50, 120 ans, ça nécessite de penser un peu à l'avance quand même et d'être protégé en cas de coup dur. La gestion, l'entretien, le gibier, la transmission, comment valoriser la forêt qui a vocation à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, tels sont les enjeux aujourd'hui des politiques publiques. Enfin, toute la semaine, nous vous avons fait découvrir quelques sites pour sortir afin de profiter des vacances. La microfolie de Saint-Jean-de-Mont, les caves-prisons de la Châtaigneraie ou encore ce reportage sur la plage de Talmont-Saint-Hilaire. Un trait de côte vendéen connu pour ses vestiges préhistoriques. À marée basse, la plage révèle des traces de dinosaures. Reportage Cyril Guillet. On va observer un petit peu notre environnement et on va commencer à remonter dans le temps. Ça vous dit ? Oui. C'est parti. Non loin de la plage du Veillon, une trentaine de personnes, la plupart venues des environs, a répondu à l'appel du groupe associatif Estuaire. L'objectif de cette matinée, découvrir un volet du patrimoine local, à savoir des empreintes de dinosaures. Un voyage dans le temps de plus de 200 millions d'années qui nous transporte avant le Jurassique. À l'époque de nos dinosaures, l'endroit il n'est pas du tout comme ça. Et donc ici, à l'époque, c'était une grande montagne. Une fois le décor planté, place à l'observation, il faut maintenant trouver ces fameuses empreintes. Je cherche des pattes de dinosaures avec des jumelles. Et tu en trouves ? Oui, quelques-unes. Elles sont grosses ou pas ? Un petit peu grosses, pas beaucoup. Et avec un œil un peu aiguisé, on se rend vite compte qu'elles sont très nombreuses. Plus de 1500 ont été comptabilisées sur ce site, avec 3 espèces bien distinctes. On a les plus gros, ce sont les eubrontes, les plus petits, ce sont les grallators, et une espèce qui a été décrite ici par les scientifiques et qui s'appelle Talmontopus. Donc ce pied-là, il devait... Hop, hop, voilà. Les plus gros spécimens pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de haut, les plus petits la taille d'une poule. Un site qui a fait l'objet de recherches dans les années 60. 65, 68, voilà. Après le site il n'a pas été protégé, donc il y a des gens qui se sont servis, mais on en découvre toujours, il y en a d'autres qui vont être effacés par l'érosion et maintenant il y a une prise de conscience pour protéger ces traces. Il y a 200 millions d'années, c'est une coulée de boue qui a figé ces traces dans la vase, car sur ce site à l'époque passait un fleuve. C'est donc ici la photographie d'une journée dans la vie de ces dinosaures qui a traversé les âges. Pouvoir se projeter quelques milliards d'années, quelques millions d'années auparavant, oui, c'est toujours émouvant. On trouvait ça intéressant de venir avec les petits-enfants parce que ça fait longtemps qu'on nous parle des traces de dinosaures et c'était pour leur montrer parce qu'ils ne le croyaient pas trop. Il faut les initier à l'histoire et à tout ce qui est donc naturel et qu'il faut protéger. Si le site n'a pas encore livré tous ses secrets, ces traces actuellement répertoriées ne sont visibles qu'à marée basse. Voilà pour ce reportage. Profitez-en, hein. Il vous reste encore une petite semaine de vacances ou alors un bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'en profiter. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end ou des bonnes vacances, c'est selon. Et pour la semaine prochaine, bien sûr, on se retrouve pour la matinale avec moi-même. Vous retrouverez aussi Diane Delangle pour les journaux de la journée et les Vendées en direct. Pour le reste, il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une belle fin d'après-midi ou une belle fin de journée sur TV Vendée. À bientôt sur notre antenne.